Bonjour à toutes et à tous. J'ai une mission très simple, très agréable. C'est celle de vous accueillir ici, au Conseil régional d'Aquitaine, dans la grande salle qui est vouée aux séances plénières du Conseil régional d'Aquitaine, qui va, vous le savez, s'agrandir à partir de l'année prochaine par la réunion de 3 régions, l'Aquitaine, le Limousin et Poitou-Charentes. Mais la salle est assez grande, ou sera assez grande pour accueillir tous les élus. Elle vient d'être refaite, donc vous êtes ici dans le meilleur cadre possible. Et je vous remercie parce que c'est un grand honneur de vous recevoir ici, en son sein, et je le fais au nom du président du conseil régional, Alain Rousset, qui, vous le savez forcément, est un passionné, je dirais, d'innovation et qui le montre dans toutes les réalisations que nous pouvons faire. Alors moi-même, j'ai en charge en tant que vice-présidente l'éducation et la culture, où le domaine de l'innovation est très présent, mais parfois un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Vous avez, je dirais, accompli une magnifique mission, et nous sommes très très fiers de vous accueillir ici et de vous entendre et d'essayer pour ma part de vous comprendre. Merci, merci vraiment. Je vous passe le micro. Merci Madame la Présidente. Je vais aussi prendre la parole quelques instants. Monsieur Godon est là. C'est bien entendu lui qui va être l'animateur de cet après-midi. Mais je vais dire quelques mots d'introduction pour que tout le monde comprenne un peu le contexte de nos conférences et de celle-ci en particulier. Monsieur le Consul, Mesdames, Messieurs, chers amis, ce 9 juin, le Conseil régional nous accueille pour une conférence organisée par l'Académie de l'air et de l'espace, à laquelle j'appartiens, ainsi que M. Bréard qui est dans la salle, sur le thème « Les découvertes de Rosetta et Philae ». Ce satellite et ce robot, placés autour et sur la comète 67P Churyumov-Gerasimenko, un nom assez compliqué, plus familièrement appelé Tchouri, c'est plus simple, et qui se rapproche du Soleil à quelques 500 millions de kilomètres de nos têtes. Oui, au moment où on atterrissait, là, elle n'est plus qu'à 300 millions de kilomètres. Bon, va vite. On a beaucoup baissé. Oui. Nous remercions Monsieur le Président Rousset pour la mise à disposition de cette magnifique salle du Conseil régional, ainsi que toutes les personnes de la région qui ont permis l'organisation matérielle de cet après-midi. Nous remercions aussi Madame Anne-Marie Cocula, vice-présidente chargée de l'éducation et de la culture au Conseil régional, de l'amabilité qu'elle a eue de nous recevoir elle-même. Et nous remercions également Madame Maud Pawlowski, chargée de mission aéronautique spatiale défense à la direction de l'industrie, pour son soutien spontané à l'initiative de l'Académie d'instaurer sur Bordeaux ce cycle de conférences d'air et d'espace sur les mêmes bases que celles qui existent à Toulouse depuis maintenant une dizaine d'années. Enfin, nous remercions celles et ceux, professionnels, étudiants, amateurs avertis ou curieux d'aérospatial, d'être venus nombreux. Ils nous ont fait confiance, cette conférence leur est destinée. Avec le soutien de la région Aquitaine, 2 autres conférences seront organisées par l'Académie de l'air et de l'espace d'ici fin 2015. Elles auront lieu dans l'amphithéâtre Léon Duguy de la faculté de droit et de sciences politiques. Le 23 septembre, sur le thème Drone, l'invasion maîtrisée, question d'actualité, et le 18 novembre, sur la question qui commence à se poser d'ores et déjà, comment volerons-nous en 2050 ? Rappelons par ailleurs qu'une première conférence a eu lieu le 21 avril dans l'amphithéâtre Léon Duguy sur le thème « La Terre vue par les satellites », attirant déjà un public nombreux. Notre conférencier de ce jour, Philippe Godon, est donc venu spécialement de Toulouse et nous le remercions de sa disponibilité. Ce docteur en astrophysique a posé pour la première fois un robot sur une comète. Ne proteste pas. Hein. Non.
Pas seul, je vais vous Non. montrer. Chef du projet de la mission Rosetta au sein du CNES, le Centre national d'études spatiales, Philippe Godon a orchestré l'atterrissage du robot Philae sur la comète de Tchouri, un exploit qui a fait vibrer le monde scientifique. C'est en 1990 que Philippe Godon débute sa carrière au CNES en tant qu'ingénieur système. Il travaille alors sur le programme d'observation de la Terre Hélios. Puis sa carrière va prendre un tournant très important en 2001, puisqu'il bascule sur le projet Rosetta et en prend les rênes en 2004. Un choix pertinent de la part du CNES, puisque cet astrophysicien permet, une dizaine d'années plus tard, il nous expliquera, j'espère, pourquoi ça a duré si longtemps, l'aboutissement d'un pari difficile et passionnant, le premier atterrissage d'un robot sur une comète. Une très grande réussite. Cet exploit le classe dans la catégorie des innovateurs scientifiques à suivre. Ceux qui, par leur maîtrise des sciences, font évoluer le monde de la recherche et de la découverte scientifique. Cet après-midi, à Bordeaux, au Conseil régional, nous avons la chance que ce soit Philippe Godon qui nous expose les découvertes de Rosetta et Philae. Je vous remercie, vous me faites beaucoup d'honneur parce que on a commencé ça en 1995, je vais le montrer. C'est un projet long où de nombreuses personnes ont travaillé. J'ai pris un relais et beaucoup de personnes ont dû prendre des relais parce qu'en 20 ans, certaines sont parties à la retraite. Et c'était une des problématiques du projet Rosetta. Et donc, oui, j'ai participé, bien sûr, à cette merveilleuse aventure. Et je vais vous dire, en repartant presque de zéro, pourquoi ça a été aussi, enfin, une véritable aventure, très périlleuse. J'ai commencé par les objectifs scientifiques de la mission. Parce que déjà, ils sont très ambitieux. Pardon, il faut que je lance une petite vidéo pour commencer. Voilà. Qui va vous expliquer comment tout ça a débuté. Quelle est la théorie? Voilà. Il y a un peu plus de 4,6 milliards d'années, en fait, le système solaire n'existait pas. Et on n'avait qu'un énorme nuage de gaz et de poussière à cette époque-là, dans une zone de la galaxie tournant toutes les 27 millions d'années, on ne sait pas où tout ça s'est vraiment passé. Ce nuage de gaz et de poussière s'effondre sur lui-même, se forme au centre une proto-étoile, la température monte à des millions de degrés, et une réaction nucléaire se déclenche avec de l'hydrogène qui se transforme en hélium au cœur de l'étoile. Et donc cette étoile naît. Et tout autour reste un énorme nuage de gaz et de poussière qui, au départ, avait une forme en 3 dimensions, si on peut dire, et qui va s'aplatir au fur et à mesure que l'étoile va tourner et que l'ensemble va tourner sur lui-même. Donc, l'étoile fait un petit peu le vide autour d'elle parce que l'étoile est elle propulse encore plus d'énergie, plus de rayons tout autour d'elle, et elle repousse, vous allez voir petit à petit, le gaz un petit peu plus loin dans le système solaire. Voilà, il se déclenche une réaction, c'est l'étoile sous la forme Tétori, ça s'appelle, où elle expulse une partie de sa matière par les pôles. Et au bout d'un moment, voilà, là, elle commence à vraiment balayer, à nettoyer tout autour d'elle. On ne voit pas grand-chose, malheureusement. Et ça finit par quelque chose comme ça, au bout d'une vingtaine de millions d'années, avec donc une partie qui semble un peu creuse, sans rien, mais en fait, il y a toujours de la poussière dans cette partie-là, dans cette partie noire, et tout autour, il y a du gaz, et ce gaz est constitué beaucoup d'hydrogène, beaucoup d'hélium, des gaz légers, mais aussi déjà beaucoup d'eau, beaucoup de CO, de CO2, des gaz carboniques, et puis aussi de la poussière dedans. Et ça va expliquer, au bout de 20 millions d'années, comment s'est formé le système solaire.
ça, ce n'est pas le système solaire. C'est le premier système autour d'une autre étoile qu'on a été capable de voir. Ça s'appelle Beta Pictoris. C'est un système, donc le disque, on le voit par la tranche, là. Et ce que vous voyez tout autour, là, ce sont des protoplanètes, des planètes qui sont en cours de formation. On a caché l'étoile par un coronagraphe de manière à ne pas être ébloui, sans qu'on n'aurait rien vu tout autour. Et là, c'est une vue en infrarouge qui permet de voir des basses températures. Et alors les parties flamboyantes, là, c'est justement, c'est le gaz et la poussière. Et c'est là-dedans que se forment les comètes. C'est à cette distance. Il faut vous dire que la distance entre l'étoile centrale ici et la planète, là, c'est la distance de Jupiter. Donc on est largement au-delà de Neptune actuellement. Et donc dans cette partie-là se forment les comètes, et un peu plus près du Soleil, il se forment des planètes, et avant des planètes, des astéroïdes. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une comète? C'est un astéroïde de glace qui s'est formé. Donc quand on est loin du Soleil, les corps se forment dans un milieu froid, avec les constituants qui sont là à l'époque, et essentiellement donc beaucoup d'eau. Et quand on est près de l'étoile, il ne reste plus que de la poussière, presque de la poussière qu'on a dans les maisons, des silicates, etc., des argiles, et c'est ce qui va former les astéroïdes. D'où ce qu'on voit actuellement dans le système solaire. Voilà à quoi ça aboutit dans le système solaire à peu près au bout de 50 millions d'années. Donc il y a 4,5 milliards d'années. Ça, c'était déjà quasiment comme ça. On a 4 grosses planètes jupitériennes qui sont composées essentiellement de gaz, avec beaucoup d'hydrogène, d'hélium et de méthane, etc. Et puis des planètes ici dites telluriques, c'est-à-dire vraiment formées que de terre solide, avec très peu de gaz autour. Et puis entre les deux, une ceinture principale d'astéroïdes. Pourquoi? Parce que Jupiter a empêché la formation d'une planète à cet endroit-là, sans quoi ça serait accumulé, et on aurait aussi une planète à cet endroit-là. Alors il y a plutôt une planète naine à cet endroit qui s'appelle Cérès, mais elle n'a pas réussi à balayer et à nettoyer la ceinture d'astéroïdes. C'est ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes principale. Et puis au-delà donc des 4 grosses planètes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, nous avons la ceinture de Kuiper. Et dans cette ceinture de Kuiper, c'est notre réservoir de comètes initiales. C'est pour le moment presque une déduction, parce que ce qu'on observe de la ceinture de Kuiper, essentiellement, ce sont les astéroïdes qu'on y a découverts. Et vous savez que Pluton a été déclassé, a été classé dans les planètes naines. C'est en fait un gros astéroïde de cette ceinture de Kuiper. On en a découvert d'autres quasiment de la même taille à cet endroit-là. Et on sait qu'ils sont nés, les comètes, et que les comètes, en tournant autour du Soleil, sont amenées à de temps en temps passer dans le système solaire interne. Et ça, c'est par exemple le cas de la comète de Halley, qui passe tous les 77 ans. Donc tous les 77 ans, elle vient passer près du Soleil, et elle va au plus loin dans la ceinture de Kuiper. Alors, si on voit les choses encore plus en grand, notre petite ceinture de Kuiper est là, et au-delà, on pense, maintenant c'est de la théorie, on pense que les comètes qui ont été dans la ceinture de Kuiper ont à un moment donné soit rencontré les planètes du système solaire, donc se sont crachées dessus, soit ont été expulsées en dehors, enfin aux limites, aux confins du système solaire. Et c'est ce qu'on appelle le nuage de Oort, qui est en 3D lui. Alors que la ceinture de Kuiper est dans un disque, le nuage de Oort est dans toutes les dimensions. Et ça, on le voit parce que les comètes, soit elles arrivent dans un plan proche de l'écliptique, qui est celui de la Terre, soit elles arrivent dans une direction avec un angle très important, et ça veut dire qu'elle vient de très loin et du nuage de Oort. Alors à l'échelle, si on met la Terre à 1 mètre du Soleil, notre nuage de Oort, il se trouve à 100 km. Donc c'est vraiment énorme, et la Terre se trouve à 150 millions de kilomètres du Soleil. C'est aussi, pour se donner un autre ordre de grandeur, c'est à peu près 1/4, 1/5 de la distance à l'étoile la plus proche, qui s'appelle Proxima du Centaure.
Alors, on a choisi d'aller voir une comète, et pas n'importe laquelle, elle s'appelle Churyumov-Gerasimenko, du nom de ses découvreurs, 2 Ukrainiens. Monsieur Churyumov l'a observé, a pris la photo avec son télescope, et Madame Gerasimenko, elle exploitait les images, les comparait, a vu quelque chose qui bougeait, et c'était la comète. Donc on donne le nom des découvreurs aux comètes. Alors, elle est spéciale, il n'y en a pas énormément. Hein. C'est une comète dite jupitérienne. Et vous voyez que la trajectoire de Jupiter est ici, la trajectoire de Saturne. Elle va un tout petit peu au-delà de l'orbite de Jupiter et elle passe entre la Terre et Mars. Elle ne se rapproche pas beaucoup du Soleil, Churyumov-Gerasimenko. Et elle fait le tour du Soleil en 6 ans et demi. Alors, on a choisi celle-là parce qu'elle a été capturée par Jupiter. C'est pour ça qu'on les appelle les comètes jupitériennes. Elle venait du nuage de Oort ou de la ceinture de Kuiper. Elle est passée à proximité de Jupiter une fois et qu'il l'a capturée et qu'il l'a envoyée dans le système solaire interne où elle tourne depuis. Et elle tourne, et une comète, donc je vous l'ai dit, c'est un bloc de glace essentiellement, 90% d'eau, et qui, chaque fois qu'elle passe près du Soleil, se sublime. Cette eau qui est sous forme de glace se transforme directement en forme gazeuse et soulève les composés qu'elle a autres glaces et autres poussières. Et tout ça est perdu dans l'espace, c'est pour ça que ça forme cette magnifique queue. Et ça veut dire que chaque fois qu'elle passe près du Soleil, chaque fois elle perd une partie de sa masse. Donc en moyenne, on dit qu'une comète qui passe près du Soleil perd à peu près 1 mètre d'épaisseur. Donc elles n'ont pas une durée de vie très longue. Quand elles sont sur ce type d'orbite, on estime entre 10 000 et 50 000 ans la durée de vie d'une comète. Après, elle va se casser en plusieurs morceaux, et les morceaux vont se recasser, et elle va disparaître très rapidement. Alors il y a d'autres fins aux comètes. Il y a des comètes qui, sur leur chemin, rencontrent des planètes, et là, il y a un gros impact et elles disparaissent plus rapidement. Il y en a d'autres qui foncent dans le Soleil, ça arrive assez souvent. Et il y en a d'autres qui, passant trop près du Soleil, disparaissent aussi, sont complètement fragmentés par la puissance, la gravité du Soleil. Alors, quand on observe une comète près de la Terre, on observe ça. J'espère que vous avez eu la chance sûrement d'en voir une à l'œil nu. Et il y avait une comète qui s'appelait Ison il y a 1 an et demi. On espérait beaucoup. Elle devait arriver en même temps que Rosetta, près de Churyumov-Gerasimenko. Et on s'est dit, nos scientifiques avaient dit, elle devrait avoir la taille de la Lune dans le ciel nocturne. Et puis en fait, Ison est passée trop près du Soleil, a complètement éclaté. Elle n'est pas repartie, elle n'est pas ressortie derrière le Soleil. Et donc on n'a pas pu la voir. C'est dommage. Il y a 1 an et demi, on aurait pu voir ça. Celle-là, c'est la comète Hale-Bopp qu'on a observée en 1997 et qui est une comète type. Et donc, on a un bloc de glace là qui est le noyau de la comète qu'on ne voit pas, qui est entouré de poussière et de gaz. Et en fait, ce qu'on voit depuis la Terre et qui forme cette grande queue de comète, ce sont les poussières. Les poussières qui réverbèrent, si on peut dire, la lumière solaire. On a aussi une autre queue, plus ténue, ici, qui est bleutée, et qui est en fait une queue de gaz ionisé. Alors, ionisé, ça veut dire que certains atomes ont perdu leurs électrons, et à ce moment-là, les ions suivent le champ magnétique du Soleil, et donc suivent une autre direction, parce que la queue de la poussière suit la direction de l'orbite de la comète, alors que la queue ionique est beaucoup plus droite et suit le champ magnétique solaire. Donc on appelle aussi coma l'atmosphère que crée le dégazage de la comète tout autour. Et il faut vous dire que là, ça fait potentiellement plusieurs dizaines ou centaines de milliers de kilomètres, voire millions de kilomètres, la queue. Donc on est incapable de voir un noyau de comète depuis la Terre. Soit elle ne dégaze pas, mais elle est très loin, soit elle est près de nous, mais elle dégaze énormément et le noyau est caché. Donc un petit nuage aussi d'hydrogène, mais invisible là même, on le mesure avec des spectromètres. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc de quoi elles sont composées en moyenne? C'est vraiment essentiellement d'eau. C'est des blocs d'eau.
de glace d'eau. Et puis, il y a à peu près, en quantité, si elle forme 90% d'eau, à peu près 9% en moyenne des glaces de monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone. Et puis après, tout un tas d'autres types de gaz, enfin sous forme solide, hein, donc des CHO, molécules carbone, hydrogène, oxygène, des nitrites, des molécules avec du soufre et des hydrocarbures, donc avec beaucoup de carbone, d'hydrogène. Et c'est celle-là qui nous intéresse beaucoup. Parce qu'on est sûr que dans les comètes, avant même qu'on n'y soit allé avec Rosetta, on a repéré dans les queues de comètes des molécules dites organiques. Organiques, ça veut dire qu'elles sont composées de carbone, hydrogène, oxygène, azote. Et c'est à partir de là qu'est né le vivant. Donc on a mis au point, enfin quand on dit on, c'est les scientifiques ont mis au point une théorie qui voudrait que ces molécules prébiotiques auraient été amenées, enfin les molécules carbonées, disons, ou organiques, auraient été amenées par les comètes sur Terre. L'eau des comètes aurait formé l'eau des océans, parce que l'eau se serait trouvée à la bonne température sous forme liquide, et aurait amené ces molécules organiques, et ces molécules organiques placées à bonne température, bonne pression, etc., ont pu former des molécules plus complexes, acides aminés, voire peut-être il y a sûrement même des acides aminés dans la comète, et ces acides aminés s'associant ont pu former l'ARN et l'ADN, c'est-à-dire les molécules du vivant. Donc ça c'est la théorie, et l'objectif donc de Rosetta est très ambitieux. Un, c'est de voir la matière telle qu'elle était avant que le système solaire se forme, puisque là où les comètes se sont formées, on était vraiment dans un endroit qui existait avant le système solaire. Les comètes peuvent avoir fourni une grande partie de l'eau de nos océans, pas la totalité, parce qu'il y a une partie de l'eau qui provient aussi de la Terre, hein, par le volcanisme. Et donc une partie de l'eau, disons, on pensait les 3/4 de l'eau proviendrait de l'espace. Et puis, dernière ambition, c'était de vérifier qu'on y trouverait les éléments nécessaires à l'origine de la vie, ces molécules organiques complexes, acides aminés. Donc Rosetta, on y a pensé en 1900, enfin disons que ça a été signé en 1995, mais c'est un projet qui est issu d'un projet précédent qui s'appelait Giotto. Giotto, une mission de l'Agence spatiale européenne qui avait survolé la comète de Halley. Mais le temps d'observation avait été très court, je vous expliquerai pourquoi juste après. Et donc, après cette mission, on s'est dit, il faut qu'on aille voir la comète et qu'on puisse l'observer beaucoup mieux qu'on l'a fait avec Halley. Donc, on décide en 1995 de cette mission. On la signe, c'est-à-dire qu'on place le budget, un gros budget d'1 milliard d'euros. Et on décide on en fait la conception, disons, commence vraiment en 1997. De 1998 à 2002, on fabrique les éléments, on les assemble, on les teste, on teste plusieurs modèles de vol, donc c'est extrêmement long et compliqué. Il y a eu jusqu'à 1000 personnes qui ont travaillé sur Rosetta pendant cette phase-là. C'est la période où le plus grand nombre de personnes ont travaillé sur Rosetta. Et puis après, lancement, je vous expliquerai qu'il y a eu une petite péripétie juste avant le lancement. On visait une autre comète qui s'appelait Virtanen. Et puis en novembre 2002, au moment où on devait lancer vers Virtanen, Ariane 5 a connu un échec, ce qui est rare. Mais malheureusement juste avant qu'on lance. Donc il a fallu se décider très rapidement. Est-ce qu'on prend le risque de lancer avec Ariane 5, mais avec beaucoup de risques, ou est-ce qu'on attend? Et si on attendait, on ne pouvait pas aller au-delà de janvier 2003, fin janvier 2003, il fallait changer de cible. Donc on a changé de comète, on a mis un petit moment à trouver une autre comète, et ça a été Churyumov-Gerasimenko.
Donc on a perdu 1 an au lancement et ça nous a fait perdre 2 ans à l'arrivée. Donc on devait arriver en 2012, on arrive en 2014 auprès de Churyumov-Gerasimenko, ce qui a allongé un tout petit peu la mission. Et puis, il faut du temps pour aller jusque-là, c'est ce qu'on appelle la phase de croisière, je vais vous l'expliquer après, donc 10 ans. Et la phase véritablement d'observation a commencé seulement l'année dernière, 2014-2015. Donc, le résultat de la conception, c'est ça. C'est une sonde qui ressemble beaucoup à un satellite traditionnel pour ce qui concerne l'orbiteur. L'orbiteur, c'est le gros cube, là, qui fait à peu près 2 mètres de côté. Sur cette face-là, on a mis tous les instruments scientifiques pour pouvoir regarder, quand on regardera la comète, on le regardera dans ce sens-là. On a mis d'énormes panneaux solaires, 35 mètres de diamètre, donc il fait à peu près sûrement la dimension de la salle. Là. Pourquoi? Parce qu'on allait au-delà de l'orbite de Jupiter et qu'on reçoit très très peu de soleil là-bas. Donc et qu'on ne voulait pas mettre de sources nucléaires à bord de Rosetta. Donc d'énormes panneaux solaires, d'énormes réservoirs de carburant à bord. Sur 3 tonnes 100, on a 1,7 tonnes de carburant à bord, on avait, parce qu'il faut faire des accélérations et des freinages pour aller jusque là-bas. Et puis, d'autres caractéristiques, il fallait qu'elle tienne en température jusqu'à moins 150 degrés. Enfin, c'est quand même, ça a le look d'un satellite, mais c'est vraiment une sonde spatiale dédiée. Il n'y en a pas 2 comme ça. Et puis, on a fabriqué un instrument très particulier, c'est ça, Philae, qui est un atterrisseur et qui est une sonde à elle toute seule. Alors, est-ce que j'ai pas... Non, oui. Donc, Philae, on en voit à l'intérieur, là. C'est un cube biseauté qui fait moins d'1 mètre cube au total en volume. Donc c'est pas très grand, et une fois sur ses pieds, ça fait 1,30 m. Il faudrait aller soit à la Cité de l'Espace à Toulouse, soit à Paris, au musée de l'air et de l'espace. Il y a une maquette échelle 1 pour vraiment se rendre compte de la taille. Donc c'est un petit satellite à lui tout seul, il a la même fonction qu'un c'est pas soi-disant ton conseiller perso, lui. Si, mais qu'est-ce qu'il fait avec une autre? Oui. Comment je fais si j'ai besoin d'une facture d'électricité là tout de suite? Vous allez sur Internet, monsieur Judor. Dans votre espace client, tout est accessible. C'est un désengagement EDF et moi. Ça marche même sur votre mobile. Et pourquoi c'est pas elle qui va sur son mobile? Pour pas qu'il fasse n'importe quoi, des loopings pendant la descente. Et puis, vous voyez la complexité à l'intérieur. Là, il y a les batteries. Là, c'est la fameuse roue à inertie. Le logiciel de vol central, l'électronique de vol central. Il y a l'électronique de vol des 2 antennes. Donc vous avez 2 antennes. Philae ne pouvant pas communiquer directement avec la Terre avec des petites antennes qui font 12 cm de diamètre, ils communiquent avec l'orbiteur. Sur l'orbiteur, il y a ce même type d'antenne. Et je vous expliquerai après ce qu'il est capable de faire du point de vue de la science, mais il y a 10 instruments scientifiques sur Philae et 11 sur l'orbiteur. Alors, oui, je vais vous dire quand même rapidement, parce qu'après c'est des vidéos et qu'on n'a pas toujours le temps, ce que font un petit peu chacun des instruments. Donc on a des caméras tout autour qui s'appellent Shiva, il y en a 7. Ça permet, si on atterrit à l'horizontale, d'avoir l'horizon tout autour et de pouvoir se repérer. Après, on a une caméra dessous qui permet de voir sous l'atterrisseur. L'endroit, par exemple, où on a fait un trou, si on doit faire un trou. Après, nous avons Concert. Concert, c'est un instrument qui est à la fois sur l'orbiteur et sur l'atterrisseur. La citadine qui agrandit votre regard sur la ville. Ouvrez les yeux, soyez inspirés. Les ondes traversent la comète, 50 sont kilométrages récupérées par illimités. l'orbiteur, et on fait une sorte de radiographie de l'intérieur de la comète. On saura si la comète est homogène ou s'il y a des grumeaux à l'intérieur, si c'est un assemblage ou pas. Ça c'est Concert. Après nous avons APXS, un instrument qui se déploie sous l'atterrisseur
un spectromètre qui va pouvoir donner la composition au niveau atomique des atomes lourds contenus dans le sol. Donc on envoie un petit rayon X et puis le sol réémet un rayonnement qui est analysé. MUPUS, c'est cet instrument qui est déployé avec 2 bras là, qui sont retirés. Ça s'appelle le marteau. Le marteau vibre et s'enfonce dans le sol. Et en fonction de la profondeur atteinte et de la vitesse à laquelle il atteint, on sait si aussi la croûte est homogène ou s'il y a des couches. On mesure aussi la température avec MUPUS de différentes manières. SD2, la foreuse, donc qui a un forêt dessous, qui va chercher un échantillon du sol, le ramène à bord. Et à bord, à l'intérieur, on ne le voit pas, il y a 3 instruments, des microscopes, c'est bien des caméras, mais des microscopes qui vont regarder l'échantillon au niveau du micron, et puis dans le visible et dans l'infrarouge, et puis 2 instruments qui s'appellent COSAC et Ptolémée, qui vont être capables, pour Ptolémée, d'analyser la composition chimique du sol au niveau atomique et isotopique, les rapports isotopiques, et puis pour COSAC, rechercher les molécules complexes dont j'ai parlé tout à l'heure, les molécules prébiotiques, les molécules lourdes composées de plusieurs atomes. Alors, est-ce que j'ai fait le tour? Non, il me manque ROMAP, l'instrument qui mesure essentiellement le magnétisme, mais aussi mesure la quantité d'électrons et d'ions dégazés par la comète. Et puis on a Sésame, qui est un instrument qui est dans les différents pieds. Donc il y a un pied qui est émetteur d'un courant et 2 autres pieds qui reçoivent les courants. Et on en déduit les caractéristiques électriques du sol. Ah, ça. Je ne crois pas avoir oublié, non, d'instruments. Alors pour faire fonctionner un système aussi complexe, eh bien, il faut ce qu'on appelle un segment sol dans notre jargon, c'est-à-dire différents centres. Il y a 2 centres ici en rose qui sont des centres de l'ESA, un qui s'occupe de la partie orbiteur. L'orbiteur a été créé par des industriels. J'ai oublié de le mentionner. L'atterrisseur a été créé par des agences spatiales individuelles comme le CNES et le DLR, et puis par des laboratoires scientifiques directement, le CNRS et le Max Planck essentiellement. Donc pour l'orbiteur, on a 2 centres. Un qui s'occupe de la mission de l'orbiteur et essentiellement beaucoup des manœuvres qu'il faut faire dans l'espace, et puis aussi de l'envoi des télécommandes et du retour des données, ce qu'on appelle la télémesure. Et tout ça passe par un grand nombre de stations. Alors l'ESA a 3 grandes stations qui se trouvent en Australie, à côté de Madrid et en Argentine. Et puis pour les phases critiques, on faisait appel à certaines grosses stations de réception de la NASA. Les nôtres font 35 mètres et celles de la NASA font en général 35 mètres, mais ils en ont quelques-unes qui font 70 mètres de diamètre. Donc c'est des grosses antennes. Donc un centre qui permet de communiquer avec la sonde, et puis un autre centre pour l'orbiteur qui s'occupe des opérations scientifiques de l'orbiteur, des 11 instruments de l'orbiteur, et qui s'occupe de récupérer et d'analyser aussi les données scientifiques de l'orbiteur. Et puis pour l'atterrisseur, on a 2 centres. Un centre de contrôle qui s'occupe de la plateforme de Philae, qui se trouve à Cologne, géré par le DLR, et puis un centre d'opérations scientifiques qui se trouve à Toulouse et qui s'occupe aussi de la partie navigation, Science Operation Navigation Center. Navigation, c'est-à-dire déterminer l'endroit où on va aller atterrir et avec quelle orbite, quelle trajectoire on va aller atterrir. Alors après, on est en interaction avec, bien sûr, tous les utilisateurs du système qui sont les scientifiques. Alors, un instrument peut avoir 40 à 60 scientifiques, déjà en tant que PI, COI, etc. Et si on comptait les étudiants, ça peut aller jusqu'à une centaine. Donc, au total, on a entre 400 et 500 personnes actuellement qui utilisent les données, récupèrent les données et qui sont en train de les analyser. Donc, un fonctionnement qui n'est pas simple et je n'ai pas le temps d'aller, on pourrait en dire beaucoup plus sur comment tout ça fonctionne.
Alors, le 2 mars 2004, hein, après tous les essais, après avoir repoussé d'1 an le vol, eh bien, Ariane 5 G+, nous met en orbite, et nous met en orbite dans une direction parfaite. C'est-à-dire qu'on, je ne l'ai pas marqué là, on visait plus de 4 km par seconde de vitesse relative à la Terre. Eh bien, il nous a placé à moins d'1 mètre par seconde de la vitesse visée. Donc, c'était très important pour nous parce que ça a permis de sauvegarder à bord de Rosetta beaucoup de carburant. Donc, on lançait, mais vers où on lançait? Alors, est-ce qu'on pouvait lancer vers Churyumov-Gerasimenko? Ce qui avait été fait avant dans les missions précédentes, c'était ça. On lançait depuis la Terre et on croisait la trajectoire de la comète. Et donc, on avait une vitesse qui était grande de la sonde, mais une vitesse encore plus grande de la comète. Et quand les deux se croisaient, ça se passait à 70 km par seconde, 200 000 km/h. Donc, les temps d'observation dans ces conditions-là, c'est quelques heures seulement. Donc, quand on a survolé Halley avec Giotto, on l'a survolé, on l'a vu au plus près pendant quelques secondes. On était à 600 km d'altitude et on n'a pas vu grand-chose. On n'a pas eu le temps de voir grand-chose. Donc, on voulait pas refaire ce type de mission. On voulait aller vers la comète sur une orbite tangentielle à la comète, ce qui permet en fait d'y arriver avec une vitesse relative très faible, enfin relativement faible. Et parce que l'idée de Rosetta, c'est d'arriver près de Churyumov-Gerasimenko, mais de se mettre en orbite autour ou de voyager de concert avec la comète, de manière à la suivre d'ici, tout ça, d'aller jusqu'au Périhélie ici, et même de repartir là. Sachant que là, ça s'appelle l'Aphélie, le Périhélie ici. Donc on comptait atterrir vers 3 unités astronomiques, 3 fois la distance Terre-Soleil, et la suivre au moins jusqu'au Périhélie. Donc c'est une toute autre mission. Le problème est que Ariane 5, bien que le lanceur le plus puissant au monde, n'était pas capable de nous envoyer directement sur cette orbite-là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut faire ce qu'on appelle des assistances gravitationnelles. Donc c'est une série de survols de planètes qui nous permettent de nous accélérer. Donc on va le voir d'une façon animée après. Voilà. Mais quand c'est statique, on voit mieux peut-être les dimensions et les différentes boucles qu'on a fait. On a fait 4 boucles. Une boucle très proche de l'orbite terrestre, ici. Une boucle qui est partie un peu vers Mars. Une troisième boucle qui est revenue vers la Terre. Donc un deuxième survol de la Terre, qui nous a permis d'aller traverser la ceinture d'astéroïdes. Et puis l'orbite finale qui nous a amené vers Churyumov-Gerasimenko. Vous le voyez de façon animée. Donc on avait lancé de la Terre à cet endroit-là, hein, et on est au bout d'1 an. Il fallait 1 an pour resurvoler la Terre, ce qu'on appelle les swing-by en anglais, assistance gravitationnelle. Et on est passé, je ne me rappelle plus, ça devait être à peu près à 1800 km d'altitude, et qui nous a déjà donné une belle accélération. C'est l'effet de fronde, hein, qu'on utilise en passant près des planètes. Donc on a survolé la Terre, et chaque fois qu'on faisait un survol de Terre, on observait la Lune, et on calibrait les instruments. Non seulement ça nous permettait de nous accélérer, mais aussi ça nous a permis, pendant toute cette phase-là, d'améliorer les logiciels. Le 25 février 2007, on survolait la planète Mars. Là, on a visualisé le champ magnétique rémanent de Mars, qu'on a traversé, enfin, à 1 seconde près par rapport à la modélisation, ce qui était parfait. Et vous allez voir qu'on a fait le premier selfie, c'est-à-dire que depuis Philae et les caméras de Philae, on a pu faire une photo, voilà, du panneau solaire ici de Rosetta et puis de la planète Mars en fond. Donc on avait calculé l'instant qui était le meilleur pour ça. Et on repart, on revient vers la Terre après être passé près de Mars. Mars étant une planète peu massive, ne nous a pas donné une grosse impulsion. Le deuxième passage près de la Terre nous a donné une grosse impulsion, par contre. Voilà. Donc on passait là, au-dessus pratiquement de l'océan Antarctique, hein, ça c'est l'Amérique du Sud.
Et là, on voit vraiment sur cette petite animation ce qui a été fait par la sonde, y compris ce qu'on appelle le mouvement d'attitude, c'est-à-dire le pointage. Là, on se met à pointer la Lune, parce qu'on se met à observer la Lune après être passé près de la Terre. Voilà. Alors, on continue notre périple. On était en 2007. Là, la boucle est beaucoup plus grande. Et là, il va falloir 2 ans avant de revenir vers la Terre. Et on en profite pour survoler un astéroïde qui s'appelle Stein. Là, on avait le choix entre plusieurs astéroïdes et les scientifiques ont décidé celui-là. Il fallait faire une petite manœuvre quand même de correction de trajectoire pour passer à la bonne altitude, mais pas une très grosse manœuvre qui ne nous a pas pris beaucoup de carburant. Et ils ont décidé ils ont choisi l'astéroïde Stein parce que c'était un classé dans la catégorie étrange. Donc on ne savait pas de quoi il était composé. Et je ne sais pas si on en sait beaucoup plus depuis. On est passé trop vite. On sait simplement qu'il a ces énormes cratères à la surface et que la surface est extrêmement homogène. Mais voilà, c'est de l'enstatite en surface essentiellement. Donc on revient une 3e et dernière fois vers la Terre. Ça se passait en novembre 2009. Là, on a visualisé les ceintures de Van Allen. Et pour Philae, on passait dans ces ceintures de Van Allen. Et on a décidé que c'était un petit peu dangereux pour l'électronique de Philae. Donc on a décidé de ne pas l'activer. Là, on l'a activé avant, après, mais pas au moment où on était au plus près de la Terre. Alors, en 2010, on retraverse la ceinture d'astéroïdes pour aller vers la comète Churyumov. Et là, on en profite pour survoler un autre astéroïde, Lutetia. L'autre faisait 5 km, c'était un petit astéroïde. Celui-là, c'est un très gros astéroïde. On pensait qu'il avait un diamètre moyen de 95 km. Dans la réalité, il fait 125 km. Et il a une forme très bizarre, très allongée. Voilà, pas régulière en tout cas, comme tous les petits corps. Et ça, c'est la série d'images qu'on a faites au fur et à mesure qu'on s'en est rapproché. Là, on passe derrière. Ce n'est pas tellement lui qui tourne, c'est la sonde qui va très très vite. Et ça, c'est l'image d'adieu. Juste la dernière image qu'on a faite avant de quitter Lutetia. Là aussi, la surface est faite des mêmes composés. Voilà, peut-être qu'ils considèrent en avoir appris beaucoup. Je ne saurais pas vous en dire plus en tant qu'ingénieur. Alors, Rosetta se rapproche. Vous voyez, Rosetta est sur la bonne trajectoire tangentielle. La comète est là. En fait, elle est représentée avec une queue, mais il n'y a pas vraiment de queue à ce moment-là. Et on se rapproche et on se rapproche. Et on doit la rejoindre là. On arrive ici, en janvier-février 2011. Malgré les accélérations provoquées par les survols de la Terre, on avait déjà pris 10 km par seconde. Il nous manquait un petit kilomètre par seconde supplémentaire. Et ça, c'est le carburant de la sonde qui, en plusieurs fois, a poussé suffisamment la sonde, l'a accélérée pour qu'elle suive au plus près l'orbite de la comète. Mais là, à partir de fin 2011, même c'était en juin 2011, on a mis la Rosetta en sommeil parce qu'on était dans une zone très éloignée du Soleil et malgré nos grands panneaux solaires, on n'avait plus suffisamment d'énergie à bord. On ne faisait que surveiller la température de la sonde. C'est véritablement une hibernation. C'est-à-dire on avait mis le cerveau de la sonde au repos et seule la température, les panneaux solaires chauffaient à bord directement. Donc c'est l'hibernation, et pendant 2 ans et demi. Et puis jusqu'en janvier 2014, où on réveille Rosetta. Ça s'est très bien passé, à 3/4 d'heure près. Juste de quoi avoir un petit peu peur. Mais tout après, c'est super bien passé. On a fait ce qu'on appelle une recette en vol pour vérifier que tout fonctionnait bien à bord de la sonde, à bord de Philae, à bord des instruments, et tout allait parfaitement bien. Donc tout ça jusqu'en fin avril. Et après, nous avons fait une série de décélérations, parce que cette fois, on arrivait trop vite près de la comète. Donc il fallait décélérer fortement, de environ 1 km par seconde, 3600 km/h.
Et on a fait les choses de manière à contourner la comète et à aller se placer face à la comète, de manière à être côté éclairé, bien sûr, de la comète, pour pouvoir la voir. Et donc, en juillet, pour la première fois, on avait une idée de la forme de la comète. Il faut savoir donc qu'on n'est pas capable de voir les noyaux de comète depuis la Terre. Donc, on connaissait très très peu de choses de la comète. On connaissait l'orbite, ce qui nous a permis de nous diriger vers elle, et on connaissait la période de rotation approximativement. Mais pour tout le reste, la forme, la masse, des choses critiques pour pouvoir aller atterrir dessus, le niveau de dégazage, tout ça on ne connaissait pas. Donc il fallait apprendre à connaître très rapidement la comète avant d'aller se poser à la surface. Alors la comète, là on a pu commencer à la mesurer, elle fait 5,4 km de long dans sa plus grande longueur, 3,6 km le pied. On a pu voir que voilà, il y a une partie, un lobe aplati là, on l'appelait le canard de foire, le petit canard jaune qui flotte dans l'eau, dans les foires. Donc avec le corps ici, la tête et puis le cou. Donc des fois on continue à parler de tête, de cou et de corps. Ou on parle de lobe aussi. Donc le 5,4 km de long, la partie aplatie, le corps 3,6 et le cou fait à peu près 2 km au plus étroit. Alors à partir du mois d'août, on s'est retrouvé à 100 km de la comète et on n'était pas encore dans le champ de gravité de la comète. La comète, elle fait quand même 10 milliards de tonnes, ça paraît beaucoup, mais en fait ça provoque une gravité extrêmement faible, 100 000 fois moins que sur Terre. Et c'est même 100 fois moins que dans la station spatiale. Donc on est vraiment en microgravité à proximité de la comète. Donc à 100 km de la comète, on ne tournait pas autour, on faisait ce type d'orbite que je vais vous montrer. Et puis quand on s'est rapproché, on a pu enfin se mettre en orbite. Alors des orbites spéciales, quand on s'est mis en orbite, on s'est mis dans le plan perpendiculaire à la direction Soleil, de manière à ce que les panneaux solaires soient le mieux éclairés possible, mais reçoivent le dégazage de la comète par la tranche. Donc ça, c'est le moment de la séparation, mais nous allons le revoir après. J'espère que ça va se déclencher correctement. Voilà, une petite animation. À partir donc du mois d'août, un segment là fait à peu près 5 jours. Donc voilà, et on fait une manœuvre d'orbite qu'ils ont arrondi dans la vidéo, mais qui est beaucoup plus en fait pointue parce que il suffit de faire une petite poussée, une petite manœuvre, et on change complètement de direction. Donc là, on était à 100 km d'altitude, on passe à 80, là on passe à 60 km d'altitude. Là, on commence à ressentir l'effet de la gravité de la comète. Donc on va se mettre sur une demi-orbite maintenant. Voilà, on va faire notre première demi-orbite à 60 km d'altitude. On va passer, là c'est ce qu'on appelle les orbites en pelure d'orange. Ah, pardon. Ah oui, exact. Voilà. Donc on était là, toujours côté éclairé, le soleil étant là. Et là on passe pour la première fois un peu à l'arrière pour voir avec un autre instrument qui s'appelle MIRO comment était faite la comète dans l'ombre. Et puis on se rapproche encore. Là, on passe à 30 km d'altitude, qui était l'orbite de sécurité pour nos collègues de l'ESA. Là, on s'approche à 20 sur 20-10. Voilà, et on va finir par l'orbite la plus proche qu'on ait jamais eue, qui est celle à 10 km en octobre. Et donc, c'est durant toutes ces orbites-là qu'à Toulouse, on a fait la sélection du site d'atterrissage. Quand on était à 100 km d'altitude, on a commencé par sélectionner 10 sites qui nous semblaient relativement plats, sans gros rochers, mais à cette distance-là, on ne voyait pas très très bien encore. Il fallait tenir compte de la gravité, donc on a commencé à estimer la masse, on avait une idée de la forme, on rentrait tout ça dans nos modèles, et chaque fois, tous les 15 jours, on avait de nouvelles données. On améliorait les modèles et on
recalculait les trajectoires et ça nous permettait de dire ça sera plutôt sur ces sites-là qu'il va falloir atterrir. Alors, comment s'est passé l'atterrissage? Et oui, je vous montrerai où est le site qu'on a fini par choisir, qui s'appelle Agilkia. Alors, voilà comment s'est passée la séparation. Ici, ça se passe, la sonde va à 1 mètre par seconde autour de la comète en vitesse relative, donc ça ne va pas très vite. Et Philae s'est séparé à 20 cm par seconde, 1 km/h de la sonde. Ça n'allait pas vite non plus. Donc pendant la descente, très peu de temps après, on déploie les pieds, le train d'atterrissage qui était replié. Et juste à l'atterrissage, j'ai arrêté un tout petit peu trop tard, vous l'avez sans doute vu juste avant, il y avait un jet ici, c'était le propulseur qui devait se déclencher et aplatir Philae à la surface de la comète de façon à le maintenir pendant une quinzaine de secondes collé à la comète, le temps qu'on tire les harpons. Alors, les harpons, vous les voyez là en rouge, ils devaient être tirés sous le lander de manière à accrocher définitivement le train d'atterrissage à la comète. Alors ça, c'était la théorie, et en pratique, on n'a pas fait tout à fait ce qu'on voulait. Voilà ce qui s'est passé le 12 novembre, le jour de l'atterrissage. Il était 9h35 quand on s'est séparés. Donc, quelques secondes après la séparation, Philae fait une image de l'orbiteur. Donc là, on voit le panneau solaire et on voit la taille de l'orbiteur ici. On fait une image aussi d'adieu à Rosetta, mais ça nous prouvait que Philae s'était parfaitement bien séparé, comme on l'espérait, de Rosetta. Donc c'était quand même utile, même si on avait des paramètres qui nous le disaient avant. Quelques minutes, 30 minutes après la séparation, Rosetta fait une manœuvre ici pour s'écarter de la comète. Sans quoi on serait passé à côté de la comète, mais pour l'ESA, c'était trop près. Donc ils ont fait une manœuvre pour s'écarter. Et ce qu'on fait à ce moment-là, c'est on fait pointer Rosetta vers Philae, et Rosetta fait une image de Philae pendant la descente. Et là, ça nous permet de constater, à nouveau, c'est mieux que les paramètres qu'on recevait, que les pieds se sont parfaitement bien déployés. Même l'instrument ROMAP s'était déployé ici. Les antennes de concert, je ne sais pas si on les voit ici, mais on les voyait, il me semble. Donc, oui, on les voit sur mon écran. Donc, tout s'était très bien passé au niveau du déploiement. Donc, voilà, Philae continue à descendre vers la comète. On s'est séparés à 22 km d'altitude. Et la durée de la descente était de 7 heures. Et c'était seulement une descente due à la gravité. Ce n'était pas une descente pilotée. Il y avait quelque chose qui était piloté, c'était simplement l'axe vertical de Philae, qui, vous voyez, est fixe, qui est mal représenté dans la petite vidéo, qui doit être l'axe vertical du moment de l'atterrissage. Donc ça a été bien sûr choisi au moment de la séparation. Donc on se rapproche. On a eu un moment pendant lequel, pendant la descente, on n'avait pas de données. Donc il fallait être patient. Mais là, on a repris contact à peu près une heure avant l'atterrissage. Et vous allez voir, voilà. On va faire une photo à peu près une heure avant l'atterrissage, ce qui en fait nous a permis de voir qu'on se dirigeait vraiment vers le site visé. Ça va me permettre de dire comment on avait choisi ce site. Il y avait énormément de paramètres à prendre en compte. On a invité 70 personnes à Toulouse l'été dernier pour pouvoir faire ce choix. Mais en fait, le choix était essentiellement technologique. On ne pouvait pas atterrir dans le cou, par exemple, de Rosetta, parce qu'on y atterrissait trop vite. On aurait cassé notre train d'atterrissage. On pouvait atterrir que sur les côtés, enfin sur les bords, si on peut dire. Et puis, il fallait atterrir, bien sûr, sur l'hémisphère éclairé. Il fallait pouvoir communiquer avec Rosetta, qui restait en orbite. Il fallait tenir compte, bien sûr, des pentes à la surface, de la probabilité de ne pas atterrir sur un rocher, enfin, parmi d'autres paramètres. Donc, on avait fait tous ces choix pendant l'été.
Et le choix final a été fait le 12 octobre, en fait, de ce site qu'on a appelé Agilkia. Donc, on en est là où je devais être tout à l'heure. Donc, on voit avec Rollis, c'est l'instrument Rollis qui se trouve sous l'atterrisseur, qui permet de faire cette image. Rollis permet aussi... Où est-ce que je suis? Aïe, 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 ça va trop vite. J'ai peur de... Ah non, bon. C'est dommage, j'arrive pas à arrêter au bon moment. Mais donc ici, on a vu des images. On a vu l'image juste avant, quelques secondes avant l'atterrissage. L'image était parfaite. Et on se dirigeait vers un endroit où il n'y avait pas de rocher. Donc c'était vraiment le terrain idéal sur lequel on tombait. Parce qu'on avait une incertitude qui pouvait nous faire arriver sur un rocher. Et puis, donc tout allait bien. Et puis, on fait une image juste après l'atterrissage. Et l'image qui nous revient est toute floue. Et là, c'est que quelque chose s'était mal passé. Ah non, voilà, je suis désolé, c'est dommage que tout ça... Ah non, je suis, pardon, là, et que je ne puisse pas l'accélérer, ça c'est... Ah, je devrais pouvoir... ah oui, je sais comment je vais faire. Non, non, j'ai une solution. J'ai une solution. C'est celle-là. Voilà. Et on va aller beaucoup plus vite ici. Voilà. Voilà. Donc, on a à peine le temps de voir. Voilà. Donc, ici, les deux images, l'une juste avant l'atterrissage, juste après. Et donc, vous voyez, ça c'est reconstitué a posteriori. On devait atterrir là. Et Philae se trouve déjà là. C'est-à-dire qu'on va aller passer par-dessus le cratère. Si on était resté dans ce fameux cratère, à mon avis, aujourd'hui, Philae serait réveillé. Parce que là, à peu près partout dans le cratère, on avait un bon ensoleillement. Mais on est passé au-delà. Et là, il y a un premier rebond. Là, il y a un deuxième petit rebond, à peine visible de quelques secondes, quelques minutes, 5 minutes. Et voilà. Là, on arrive avec l'image où on se trouve actuellement. Donc, on est au milieu de rochers. Et donc, ça veut dire que Philae est très à l'ombre. Et malheureusement, pas sur une surface plate. Et je reviendrai dessus pour vous montrer comment on pense qu'on est à la surface. Bon. Alors, on va essayer de ne pas faire de bêtises. Voilà. Alors, si on avait atterri sur le site Agilkia, on aurait été exactement comme ça, avec, sur une surface plate, et on aurait pu voir, avec les caméras Shiva, l'horizon tout autour. On aurait pu se repérer, savoir à quelques centimètres près, ou disons dizaines de centimètres près où on avait atterri. Et ça, on n'a pas été capable de le faire parce qu'on est trop près de rochers. Donc, et vous allez voir, là, on a fait une prise de vue avec Rollis du sol. Là, on devait faire un forage dessous, avec une prise d'échantillon, Ptolémée qui fonctionne, Cosaque qui fonctionne, l'analyse chimique. Donc vous voyez que si les pieds étaient fixes, la plateforme, elle peut tourner, elle pouvait monter et descendre. Ce qui permettait de déployer Moupousse à l'endroit où on voulait. Et Philae pouvait tourner à 360 degrés. Voilà. Donc on a vu Moupousse s'enfoncer, on a vu APXS toucher le sol. Et cette partie-là de la mission s'appelait la première séquence scientifique, First Science Sequence, en anglais. C'était ça notre rêve. Et depuis, voilà ce qu'on fait. Je vais revenir à Philae juste après, mais en novembre, décembre, janvier, on a tourné autour de la comète.
Et depuis, Rosetta fait ce genre d'orbite tout autour, à nouveau des orbites pyramidales, qui étaient à moins de 100 km au début, et puis la comète dégaze de plus en plus, et donc elle envoie de plus en plus de poussière. C'est pas que les poussières arrivent vite sur Rosetta, c'est pas très grave pour Rosetta, mais par contre les poussières arrivent dans les senseurs stellaires qui nous permettent de nous repérer par rapport aux étoiles. Et les senseurs stellaires confondent les poussières avec les étoiles. Donc les deux grandes excursions qu'on a faites ici, on est allé quasiment à 400 km, elles n'étaient pas faites exprès. C'est que les senseurs stellaires ont été éblouis, si on peut dire, et on n'a pas pu effectuer la manœuvre qui était prévue ici, donc on s'est retrouvé très loin, et il a fallu revenir, etc. Donc là, être dans le voisinage de la comète est quand même très périlleux, très dangereux. Et là, on va arriver... C'est vraiment la trajectoire reconstituée, donc celle qu'on a suivie. Et là, on est au 6 juin, quand ça se termine. Ah, bon. Voilà. Donc, ma dernière partie, on va voir un petit peu ce que la science nous a donné. Elle a commencé par nous donner de magnifiques images, hein, parce qu'on ne pensait pas que la comète pouvait avoir un tel relief. Une comète qui dégaze... On les avait vus qu'à le mieux, c'était à 500-600 km de distance, et on ne voyait pas tant de relief que ça. Donc, soit c'est une comète un peu spéciale, soit, en fait, toutes les comètes sont comme ça, et elles ont des reliefs vraiment incroyables, avec une sorte de montagne. Alors, ce n'est pas vraiment du rocher, c'est plutôt un mélange de glace d'eau et de gaz carbonique, avec des silicates, etc. Mais à des températures de moins 150, c'est plus dur qu'un rocher. Donc, et puis, des parties un petit peu plus lisses, qui sont les parties où retombe la poussière, où la poussière a été soulevée et est retombée en surface. Donc, quelques belles images, voilà, de la surface, quand on les prend avec beaucoup de... On voit qu'il y a des grumeaux un petit peu partout à la surface. Voilà. Et ça, c'est les scientifiques de l'instrument Osiris qui ont travaillé dessus, ont réussi à faire une sorte de carte géomorphologique de la surface avec des zones et des âges. Ils ont tenté de faire, en tout cas, avec des âges des terrains à la surface. Mais je ne saurais pas vous expliquer exactement en quoi ça consiste. En tout cas, on devait atterrir ici sur Math, et on a traversé Améite, et on est dans Bastet. Vous allez le revoir après. Donc, on s'est aperçu que dans le cou de la comète, il y avait une craquelure, là. Donc, la comète est amenée à un jour se séparer en deux, à se casser en deux. Mais bon, c'est sûrement pas dans un avenir proche. Hein. La craquelure est toute petite pour le moment. Il y a aussi des trous. Alors ceux-là ne sont pas très très profonds. 200 mètres, ils font quand même 150 mètres de large et ils font peut-être 40 mètres de profondeur. Mais il y en a quelques-uns qui vont jusqu'à peu près 100 mètres de profondeur. Donc on pense que c'est des bulles de gaz qui se créent dessous, enfin, ou des vides, le gaz s'étant échappé. Et à un moment donné, le plafond s'effondre. C'est le même principe que le gouffre de Padirac ou les gouffres qu'on a en France, mais avec le phénomène de l'eau. Là, c'est avec un gaz dessous. Bon, c'est une explication préliminaire, en tout cas. On a repéré ce qu'ils ont appelé des grains de beauté. C'est une sorte de petits volcans. Vous voyez, ils font à peu près une centaine de mètres de large, comme ça. On pense qu'il y a une sorte d'évent. Le gaz sort de la comète par le centre, ici. Elle envoie beaucoup de poussière en soulevant le matériau. Puis il y a une partie des poussières lourdes qui retombent tout autour. Et ça forme une sorte de petit volcan. Mais il n'y en a pas énormément à la surface. Mais il y a ça. Après, il y a le phénomène de dunes. C'est-à-dire que dans les zones où il y a beaucoup de poussières qui ont été redéposées, bien, le dégazage de la comète provoque des phénomènes d'ondes, comme ça, de dunes. On voit aussi là qu'il y avait un vent dans ce sens et ça a laissé une plume derrière le rocher.
Encore plus surprenant, c'est toujours les images d'Osiris, tout ça. C'est normalement dans l'espace, la pression est nulle. Donc l'eau, elle est soit sous forme solide, à très basse température, soit sous forme gazeuse, à haute température, haute, plus de 0, je dirais. Eh bien là, il semblerait qu'il y ait un liquide qui est coulé en dehors du trou. Donc il se pourrait que momentanément, l'eau liquide puisse exister dans le sol de la comète. C'est une explication préliminaire qu'ils ont trouvée. Là, ils ont observé peut-être une sorte d'explosion qui peut se passer en surface. Vous voyez ce rocher, là, enfin, ou cette partie de la surface, elle semble exactement d'avoir la même forme ici. C'est comme si elle avait été retournée. Il y a eu peut-être une explosion de gaz dessous, et ça a retourné une partie de la surface. Donc des phénomènes peut-être explosifs. Après, ils se sont aperçus que l'image est très sombre sur l'écran, mais il y a des rochers qui sont placés comme ça en surface. Ils n'arrivent pas trop à comprendre comment ils tiennent avec une surface. Ils sont en contact avec la surface par une très petite surface. La surface de la comète et la surface du rocher est très faible, l'intersection. Donc ils n'arrivent pas à comprendre. C'est des phénomènes qu'on a sur Terre dus aux écoulements d'eau. Et là, c'est peut-être les écoulements de gaz. Bon, là, vous ne voyez pas trop bien les couleurs, ainsi peut-être mieux sur l'écran que sur mon écran. Donc en fait, c'est une comète, c'est un corps extrêmement noir. Si on le voyait à l'œil nu, c'est plus noir que du charbon. Et en fait, là, on l'éclaircit, on met des fausses couleurs dedans. Et c'était pour montrer qu'il y avait quand même quelques petits écarts. En particulier, la zone du cou est beaucoup plus brillante parce que c'est un matériau qui est plus récent. C'est par là que la comète dégazait le plus, en fait. Mais elle est très très noire. Elle est très très noire pourquoi? C'est parce que justement toute la surface est composée de molécules carbonées. Et c'est peut-être ces fameuses molécules prébiotiques, ou disons les molécules organiques auxquelles qu'on recherche. Une image de la comète où on voit la naissance d'un jet dessous. Et cette naissance du jet s'est faite avant même que la partie soit éclairée. Donc ça les a un petit peu surpris, parce que normalement, la comète dégaze essentiellement par la surface éclairée. Mais comme elle tourne sur elle-même en 12,6 heures, eh bien, elle finit par former cette coma à peu près homogène. Mais normalement, elle dégaze que du côté éclairé. Et puis là, ça a commencé un petit peu avant. Et ils se sont aperçus aussi qu'elle dégazait un petit peu après le soir à la surface. Quelques belles images avec des jets de gaz vus de près, encore plus près. Voilà. Donc elle dégaze par des trous, en fait, cette comète essentiellement, elle ne dégaze pas de façon homogène. Alors je vais revenir sur est-ce que l'eau de nos océans, l'eau de la comète Churyumov et l'eau de nos océans sont les mêmes? Eh bien, pas du tout. C'est même l'opposé. Sur ce diagramme-là, vous avez le rapport deutérium-hydrogène qui est la marque en fait des différents types d'eau que vous avez. Vous en avez même autour du Soleil, de Jupiter, de Saturne. Le rapport deutérium-hydrogène est très très bas. Pour la Terre, c'est celui-là. Donc c'est la référence ici. On voit que les astéroïdes ont un rapport deutérium-hydrogène très proche, mais par contre, ils ont très très peu d'eau en leur sein. Après, il y a tout un tas de comètes ou de satellites de Jupiter, mais beaucoup de comètes ici qui ont des rapports isotopiques, en effet, deutérium-hydrogène qui sont plus grands que ceux de la Terre. Il y en a d'autres qui sont assez proches, c'était ceux déjà mesurés. Et pour Churyumov-Gerasimenko, c'est le rapport deutérium-hydrogène le plus grand qu'on ait jamais observé dans le système solaire. Ça veut dire, que cette comète s'est formée très loin dans le système solaire. Enfin, la théorie veut que plus le corps s'est formé près du Soleil, plus ce rapport deutérium-hydrogène était faible. Mais ça prouve aussi que ce n'est pas des comètes du type Churyumov-Gerasimenko qui ont formé l'eau de nos océans. Mais ça ne veut pas dire que ça remet totalement en cause la théorie. Il faut voir. Là, les scientifiques ont sûrement à discuter beaucoup pendant des années. Giada.
C'est l'instrument qui mesure, qui analyse les vitesses et les masses des poussières qui passent à proximité de Rosetta, de l'orbiteur. Donc elle a repéré, grâce aussi d'ailleurs à Osiris, de gros débris en orbite. Donc on pensait que les poussières, elles étaient soit retombées à la surface, soit s'en allaient dans la queue de la comète. Eh bien, il y en a une partie qui reste en orbite, mais ce n'est pas les petites, c'est des débris de la taille du mètre. Donc on a des gros débris qui sont en orbite de la comète, c'est une surprise. Après, je ne vais peut-être pas rentrer dans ce niveau de détail, mais il y a des poussières lourdes de densité 1 à 3, des poussières plus légères, dufteuses, de densité 0,5, aux alentours de 0,5, et donc qui sont soit soulevées, comme je le disais, soit qui retombent à la surface, soit perdues. Virtis, c'est elle qui a mesuré la surface très noire de la comète depuis l'orbite. Donc, ils voient une surface homogène. Je pense qu'ils vont pouvoir nous en dire plus, mais pour le moment, ils n'ont pas produit, en fait, ils ne nous ont pas dit quels étaient les composants vraiment de la surface. Donc, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui si on a découvert des molécules prébiotiques. Je n'ai pas la réponse. Peut-être dans quelques mois, mais ils sont encore en train soit de le discuter, soit que l'article est en cours de parution. Miro a trouvé que le processus, il faut voir que donc quand on est avec des télescopes terrestres, on observe la comète à des millions de kilomètres, mais on observe aussi que le gaz tel qu'il est à plusieurs milliers de kilomètres de la surface. Or, donc, on ne mesure pas directement l'eau ou le CO ou le CO2, mais on mesure des molécules dites filles qui ont été créées à partir de ce processus. Et bien, le processus est maintenant un peu mieux compris. Ce n'est pas les photons, comme on le pensait, ultraviolets qui les créent, ce sont les électrons, mais qui eux-mêmes viennent des photons. Bon, enfin, c'est un petit peu compliqué, mais voilà. Le processus de dissociation et d'ionisation de l'atmosphère de la comète est un petit peu différent de celui qui était imaginé au départ. Et pour RPC, ils ont découvert qu'il y a une onde de choc. Enfin, l'onde de choc était visible quand la comète dégazait beaucoup, mais cette onde de choc naît très tôt, en fait, à 3,3 UA, c'est-à-dire près de 500 millions de kilomètres du Soleil. Ça, il y a deux autres instruments qui regardent les poussières. Donc, on capture des poussières à bord de Rosetta, qui sont recueillies à bord de Rosetta. Il y en a déjà des milliers. Et puis, il y a un microscope qui se déplace dessus et qui regarde quelle était la forme de la poussière. Donc, il y a des poussières assez de petite taille ou de grande taille. Il y en a qui éclatent en arrivant sur la surface collectrice, ou d'autres qui restent beaucoup plus concentrés. Enfin, ils vont pouvoir nous dire plein de choses là-dessus. Et elles ont beaucoup de sodium. Voilà ce qu'on sait pour le moment. En ce qui concerne Philae, eh bien, il n'y a que deux instruments qui n'ont pas vraiment fonctionné. C'est APXS et SD2, parce que SD2, le forage a bien eu lieu. La tentative de forage, le déplacement du forêt a bien eu lieu, mais comme on a atterri, on est un peu de travers, on n'a pas touché le sol, on n'a pas récupéré d'échantillons. Donc la foreuse n'a pas récupéré d'échantillons. Et APXS, l'instrument qui se déploie dessous, pour la même raison, n'a pas touché le sol. Or, il fallait qu'il touche le sol pour que le volet s'ouvre et qu'on puisse récupérer des rayonnements X. Sinon, tous les autres instruments ont donné des résultats dont on attend vraiment la parution. Un seul, ROMAP, nous dit qu'il n'a pas trouvé il était là pour mesurer le magnétisme de la comète, il n'y a pas de magnétisme dans la comète. Ça veut dire que les molécules ou les atomes ferreux ne sont pas alignés, et ça met un petit peu en cause la formation de la comète elle-même. Parce que je vous ai dit qu'au départ, c'était un nuage de gaz et de poussière. À un moment donné, il faut que ce gaz et cette poussière s'assemblent pour former la comète. Et on pensait que le magnétisme était un des processus, une aide à ce processus de formation. Eh bien non, c'est pas ça. Donc il va falloir revoir la théorie de formation vraiment de la comète.
Et puis sinon, Moupous, l'instrument le marteau qui vibre et qui rentre dans le sol de la comète, a mesuré 2 couches, une couche tendre en surface et une couche dure. Donc la couche tendre, ça serait la couche noire et faite de molécules organiques, et la couche dure dessous serait la glace d'eau et de CO2. Et sinon, concerte l'intérieur de la comète, j'attends. Et tout ça, je pensais aujourd'hui, mi-juin, à pouvoir vous en dire beaucoup plus sur les résultats. Et malheureusement, c'est repoussé. Ça devait être fin mars, c'était fin mai. Maintenant, apparemment, les résultats vont paraître mi-juillet. J'espère mi-juillet. Voilà. Donc là, il faut aller lire une revue qui s'appelle Science, qui peut compliquer, hein, mais voilà, on devrait avoir beaucoup de résultats à ce moment-là. Et puis, je vais, peut-être si j'ai le temps, hein, finir par où est Philae. On a tenté de le voir en décembre avec les caméras d'Osiris de l'orbiteur, mais on était à 20 km d'altitude, donc c'était à peu près 4 pixels seulement en Philae, donc c'est très difficile à voir à la surface. On s'était dit qu'il faut faire un survol très proche dédié. Il devait avoir lieu en mars, il avait été repoussé en juillet, et à cause des problèmes des senseurs stellaires, on ne peut plus le faire en juillet, donc on n'a plus de survol proche de Philae prévu. Mais malgré tout, à partir de tout un tas de données qu'on avait obtenues au mois de novembre, en croisant toutes ces données, au CNES, on a trouvé une zone de 50 mètres de rayon où on pense que Philae se trouve. Donc ça se trouve à cet endroit-là, vous voyez... Ici, c'était l'endroit qu'on visait, on a survolé le cratère, on est arrivé ici, dans cet escarpement-là, donc on serait là, et vu d'un peu plus près, on serait ici, dans cette zone-là, qui fait 50 mètres de diamètre. Et malheureusement, Philae se trouve avoir atterri plutôt sur un côté qu'à plat, et donc... aurait dessous un rocher, sur ce côté-là aussi un rocher. Les caméras voient des rochers sur 3 côtés, sur un voient le ciel, et sur 2 autres voient à la fois le ciel et le rocher. Voilà. Donc, comment on a reconstitué ce qu'on appelle l'attitude ou le positionnement de Philae à la surface. Et Philae va-t-il se réveiller ? Donc, on était arrivé sur l'hémisphère d'hiver. Et je vais vous passer ça, mais les choses s'améliorent jusqu'au mois d'août. Au mois d'août ici, vous voyez c'est le temps à l'horizontale, là. Au mois d'août ici, on est au passage au périhélie, donc on reçoit énormément de lumière de la part du soleil, et donc nos panneaux solaires de Philae seront au mieux éclairés. Donc on va gagner un facteur 6 par rapport à novembre. Et déjà aujourd'hui, là au moment où on se parle, on a gagné un facteur 4. C'est pourquoi on reste optimiste que peut-être dans les jours prochains, Philae se réveille. Et puis la durée du jour, puisqu'on était en hiver, on passe au printemps, on est encore au printemps, la durée du jour va augmenter aussi. Donc ça aussi c'est favorable, avec une solstice d'été qui aura lieu le 25 août de cette année. Et après, malheureusement, s'il ne s'est pas réveillé à ce moment-là, c'est foutu. Hein. On va vers... on repart, la comète s'éloigne, le jour raccourci, et c'est pas bon. Voilà. Donc, juste quelques belles images pour finir, voilà, avec des jets de gaz un petit peu partout. Après, voilà, j'ai d'autres choses, mais je crois que j'ai dépassé même mon temps. Donc, je vais prendre les questions maintenant. Écoutez, d'abord, merci. Merci vraiment, Philippe Godon, de cet exposé brillant sur un sujet qu'on connaissait un peu, mais pas à ce point-là, bien entendu. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, attendez, on va demander. Monsieur, vous avez le micro devant, donc vous appuyez. Voilà. Okay.
Bonjour, tout d'abord félicitations pour l'exploit de Rosetta et même l'exploit de Philae qui a quand même réussi à se poser, ce qui est quand même extraordinaire. Donc ma question est plus au niveau du projet et de la suite. Si dans 20 ou 30 ans on refaisait une mission vers une autre comète, compte tenu des acquis liés à ce projet, quelles seraient les modifications majeures que vous conseillerez à vos successeurs? Donc on ne referait pas une mission identique. Ce qu'on imagine, l'étape d'après, ça serait d'aller récupérer un échantillon pour le ramener sur Terre. Donc une mission encore à 20 ans sûrement, parce qu'il n'y a encore aucun lanceur qui est capable de nous lancer vers une comète. Mais, et puis peut-être 10 ans pour le récupérer, 7 ans de développement, là ça sera peut-être bien la mission à 30 ans. Et l'étape suivante, ça sera d'y envoyer l'homme. Mais bon, dans 200 ou 300 ans. On sera sur la Lune et Mars avant quand même. Et au niveau des instruments, on emportera des instruments et ils seront 100 fois meilleurs. Déjà, même si on faisait la même sonde avec la même mission aujourd'hui, on aurait des instruments qui seraient bien supérieurs. Je ne vous ai pas montré toutes les limitations de Philae, mais Philae, peut-être même que je l'ai sauté, en termes de mémoire, c'est seulement 32 mégaoctets. Donc j'ai des clés USB qui contiennent des gigas. Eh bien, en 1997, c'était ce qui était disponible avec la technologie de l'époque. Au niveau de nos caméras, c'est des 1 mégapixel, alors que maintenant, la moindre portable a beaucoup mieux, mais c'était le début du numérique. Nos batteries, c'est 1300 Wh, c'est-à-dire 13 fois une lampe de 100 watts. Et ça nous a quand même permis de fonctionner pendant 2 jours et demi. Donc on consomme très très peu à bord. Mais on ferait mieux aussi en termes de batterie. Voilà. Tout serait amélioré sur tous les aspects. Si on devait refaire la mission. Autre question. Présentez-vous peut-être rapidement. Vous m'entendez? Oui. Antoine Alias. Je suis très surpris de la précision de l'atterrissage de Philae. Comment vous avez pu déjà choisir le site? Vous dites que vous avez choisi le site au fur et à mesure que l'atterrisseur se rapprochait de la planète. C'est par les photos qu'envoyait l'atterrisseur ou les photos qu'envoyait Philae. Ensuite, comment vous avez pu changer la trajectoire pour atteindre ce site, puisque, semble-t-il, c'est la gravité pourtant infime de cette comète qui a attiré l'atterrisseur. C'est une gravité aussi infime, on ne comprend pas comment elle peut attirer l'atterrisseur. Sur la Lune, on le comprend, mais là-dessus, c'est difficile. Et puis, est-ce que vous aviez des moyens pour le guider, pour changer sa trajectoire vers le site? Alors, pour prendre les choses à l'envers, non, on ne pouvait pas. Une fois ce qu'on décidait, en fait, essentiellement, c'était l'endroit d'où on se séparait, quelle est la vitesse de séparation et l'orientation de la séparation. Et une fois en ayant mis avant en route un certain nombre de choses, dont la roue à inertie, qui nous permettait de rigidifier, c'est-à-dire que pendant la descente, Philae a tourné quand même verticalement. On l'a gyroscope à cet endroit-là, et il allait se poser verticalement à cet endroit-là. Et on a conservé cet axe vertical. On avait fait des calculs très nombreux pour savoir de combien on allait bouger, mais il y a eu une conservation de cet axe parfait. Donc, une fois qu'on était lâché, on ne pouvait rien faire sur la trajectoire. Ce n'était pas une trajectoire pilotée. Et donc, le tout était de bien calculer à quel endroit on devait se séparer, puisque 7 heures avant, 22 km de distance, peut-être je ne l'ai pas dit tout à l'heure, la comète, elle va faire des 3/4 du tour quasiment sur elle-même, donc il faut que tout ça soit parfaitement coordonné. Mais bien sûr, on avait tout mesuré avant, grâce à tous les instruments de l'orbiteur, pas de l'atterrisseur. L'atterrisseur, on l'avait fait marcher un petit peu avant pour vérifier que tous les instruments fonctionnaient, etc. Mais c'était plus de la calibration, où on avait fait un selfie avec la comète derrière. Mais c'était plus pour la beauté que pour faire vraiment de la science. Par contre, tous les instruments scientifiques dits remote sensing, c'est-à-dire qui voient les choses de loin, nous ont beaucoup servi. Osiris, l'instrument, a pris des images avec de très haute résolution. Virtis nous donnait
un certain nombre d'éléments sur la composition et les flux de gaz, Miro sur la température, Rosina sur la caractéristique du gaz, les mélanges de gaz, et on rentrait tous ces éléments dans nos modèles pour pouvoir faire les calculs de trajectoire. Parce que la trajectoire dépend de la forme. Donc on dit on va aller atterrir à cet endroit-là. Si on atterrit avec une orientation différente, ça va faire une trajectoire différente, donc on tient compte de ça. On tient compte de la masse de la trajectoire, et plus que la masse, ça s'appelle le potentiel gravitationnel. Donc on calcule un potentiel gravitationnel. Et on calcule aussi un dégazage, parce que même s'il était très ténu, on avait fait exprès d'atterrir à un moment où le dégazage était très faible, malgré tout, il nous déviait. Donc on rentrait tout ça dans nos calculs, ça nous donnait la trajectoire idéale, et une fois qu'on avait calculé la trajectoire idéale, on calculait quelles pouvaient être les déviations par rapport à cette trajectoire idéale, ce qui nous donnait après une ellipse d'incertitude autour de l'endroit idéal sur lequel on devait atterrir. Et là, je ne vous l'ai pas dit non plus, on a atterri à 118 mètres de l'endroit prévu, ce qui était très bon parce qu'on pensait qu'on pouvait avoir une ellipse qui pouvait faire 400 mètres de long sur 200 mètres de large. Donc 118 mètres, c'était bien. Et donc on ne pouvait pas éviter, à cause de tout ça, c'était une mission risquée pour Philae, le cas de tomber sur une pente excessive de plus de 30%, c'était la limite normalement du train d'atterrissage, ou qu'est-ce qui pouvait... Non, c'était essentiellement ça qu'on craignait, hein, de toute façon, c'était le moment de l'atterrissage. Philae n'était pas piloté, mais Rosetta, vous l'avez piloté là. Ah ben bien sûr. Et quel était le temps de transmission entre le sol et le satellite? C'est très grand, non? C'est long. Oui, alors il fallait 28 minutes 40 secondes, donc tout ce qui s'est passé, ça s'est passé en temps différé, c'est-à-dire qu'on l'a télécommandé, on disait que ce soit à Rosetta ou à Philae, un jour ou deux à l'avance ce qu'il devait faire.